Je jouais de la guitare depuis déjà quelques années et je prenais des cours avec un prof, évidemment, qui était devenu un peu un copain, même s'il avait 10 ans de plus que moi. Et il m'a appelé un mercredi pour me dire qu'il ne me donnerait pas mon cours parce qu'il avait un rendez-vous chez son luthier pour une guitare qu'il était en train de se faire fabriquer. Le luthier, c'était Didier Pavie, qui était installé à Saint-Lunaire à cette époque-là. Et puis, le prof en question, parce que je bricolais vachement mes guitares déjà, ça l'amusait parce qu'en fait, mes guitares étaient toujours bien accordées, j'avais démonté les mécaniques, graissé les mécaniques. Et à la limite, je m'occupais presque plus de ça que d'apprendre ce qu'il avait voulu m'apprendre à la guitare. Et du coup, il m'a proposé de l'accompagner, il m'a dit « ça t'intéresserait peut-être ». Et effectivement, sans a priori, et j'y suis allé. Et je pense que là, j'ai pris vraiment la première claque de ma vie vers la lutherie, quoi. C'est-à-dire que le flash à tout niveau olfactif, je me souviens vraiment de cette sensation d'odeur que tout le monde a quand on rentre dans un atelier de bois, et puis la vue de ce très bel atelier proche de la mer, des conditions de travail qui me paraissaient super cool, et puis de voir des guitares, des bouts de guitares pendus au plafond, des guitares différentes de celles que j'avais pu jamais voir dans les magasins. Et pour moi, à cet âge-là, à 15 ans, les guitares, elles sortaient des usines, je n'avais pas idée que la lutherie existait. Donc je crois vraiment que le détonateur, ça a été là. Bonjour à tous, bienvenue chez Copo Guitare. Je suis vraiment heureux de vous accueillir et de vous faire visiter l'atelier. On va voir quelques étapes de fabrication et puis les différentes parties de l'atelier, les différentes pièces, du stock de bois à la planche à dessin jusqu'au showroom avec quelques guitares. Entrez! Là, on se trouve dans la pièce vraiment principale de l'atelier Copo. En fait, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps pour toute la partie fabrication. Assemblage des guitares, il y a une salle des machines à côté, il y a quelques machines derrière. Mais cette partie-là, c'est vraiment l'atelier avec des établis où on construit, on assemble les guitares. Tout au long de l'année, j'ai un endroit plus réparation à l'étage. Mais voilà, c'est ici que j'ai les moules, que j'ai la presse, la cintreuse d'éclisse, quelques petites machines, mais le moins possible pour ne pas faire de poussière à cet endroit-là. Voilà, c'est l'endroit, le cœur du dispositif. Donc là, cette guitare, c'est une Wesson. C'est la version L1 en classe, c'est-à-dire en composite de lin, tissu de lin, et autres tissus. C'est un petit cocktail
une recette qu'on a déterminée depuis quelques années déjà. Ça fait plus de 4 ans. Ça doit être un peu de choses près la 20e que je fais là. Ouessant. Je commence à faire des dublins aussi en lin. En classe, qui veut dire Copolynen Acoustic Solution. Et je suis vraiment satisfait du résultat qu'on a avec ces modèles en lin. Acoustiquement, c'est intéressant, la forme très arrondie qu'on a pu donner du coup au moule. Au départ, c'était l'idée, hein, c'était vraiment l'ergonomie. Et puis, le pari était de s'approcher vraiment du son qu'on a avec le même modèle tout bois, qu'il soit en noyer ou en cormier, ou les bois que j'utilise. Et pari tenu, parce que les gens à qui je le fais essayer, dans le meilleur des cas, ils se posent même pas de questions. Et puis, sinon, ils me demandent quel bois c'est. Et puis, je leur dis, bah, c'est un nouveau bois, c'est du lin. Là, tu vois, les manches sont usinées en machine, à la toupie. Un format, disons, standard, qui fonctionne avec la majorité de mes manches, sur une certaine largeur, 44 en l'occurrence, 44-54. Et ensuite, pour chaque guitare, j'affine à la fois l'épaisseur et, dans une certaine proportion, la largeur. On peut aller à 43, voire un peu moins, en fonction de chaque client. Si le client voulait un manche en 48, évidemment, je ne l'aurais pas usiné à 44. C'est dur d'épaissir. On cherche encore le rabot à épaissir. Donc là, on est vraiment dans le hangar qui me sert de stock de bois long terme. C'est là que le bois reste pendant des années, à finir de sécher tranquillement, avant de rentrer dans l'atelier et d'être débité en plus petites sections qui serviront à faire des guitares quelques mois ou quelques années plus tard. J'ai essentiellement des bois européens. Là maintenant ici, encore quelques restes de bois exotiques que j'ai pu acheter quand il y a une vingtaine d'années, et même une trentaine d'années pour certains. Donc là, j'ai beaucoup d'érables. Ici, j'ai une bille de cormier que j'ai pas fini de débiter, ou de ranger surtout. J'ai du noyer, j'ai du saule, j'ai beaucoup de noyer aussi, ouais, effectivement. Du frêne, beaucoup de frêne. Enfin, beaucoup. Quelques mètres cubes en tout, mais de quoi faire largement plus de guitares que je ne ferai jamais de ma vie, quoi.
Cette partie de l'atelier, il n'y a pas longtemps que je l'ai aménagée. Ça a longtemps été une pièce un peu bordel, comme il y en a dans tous les ateliers. Et j'ai décidé il y a quelques mois de me faire un endroit spécifique pour faire les barrages. Pour faire les barrages des tables, les barrages des fonds aussi. Je stocke toutes les barres qui sont prédébitées ici. Et puis les pièces qui vont finir par faire des tables d'harmonie ou des fonds. Ça c'est un joli fond au cormier. Et c'est un vrai bonheur en fait d'avoir un petit espace où on ne fait que cette partie-là de la lutherie. C'est quand même le cœur du métier, hein, le barrage des instruments, le barrage des tables et le barrage des fonds. C'est une partie assez technique et on a besoin d'assez peu d'outillage. Il y a une scie à ruban et deux petites ponceuses et puis un ciel. Voilà. Donc je suis tout content dans cette nouvelle partie de mon atelier. Là, ce qui est déjà collé, c'est les barres précontraintes. Et ce que je suis en train de coller comme barrage, c'est tout le reste. Tout ce qui vient après le barrage précontraint et qui fait l'ensemble du barrage lattice. En l'occurrence, c'est un barrage lattice. Pour la petite histoire, cette table, elle fait partie d'une série, la série des Nude, des guitares dont j'ai fait la première exactement l'année dernière, au mois d'avril 2020, pendant le confinement, le premier, le beau confinement, celui qu'on a aimé. Depuis, on s'en lasse. Mais voilà, j'ai trouvé un bloc de red cedar avec un nœud incroyable au milieu, qui au départ m'a fait peur. Des choses comme ça. Et puis finalement, j'en ai fait une guitare et une série, puisque j'avais un certain nombre de tables. J'ai pris commande de toute une série de ces guitares-là. Mais bon, c'est relativement exceptionnel. C'est même très exceptionnel, puisqu'il n'y a pas de raison de faire normalement des guitares, des tables d'harmonie de guitare avec de telles irrégularités dans le bois. D'habitude, on fait des tables d'harmonie avec un bois parfait, absolument comme il l'est d'ailleurs sur le reste, un fil parfaitement droit. Faut que je me concentre, faut que je m'emmène le pinceau. Ça c'en est une autre de la série. Sinon, ordinairement, tu vois, un cèdre, c'est absolument droit de fil. Pour les meilleures qualités acoustiques, sonores, de transmission, de la vibration. Et donc si je me suis autorisé à cette période, l'année dernière, de faire une guitare avec une table qui comportait un tel accident, un nœud, comme ça, c'est parce que l'emplacement me semblait ne pas pas devoir gêner le son. Et ça s'est vérifié, quoi. La guitare, elle sonne vraiment. C'est un emplacement qui est à la sortie de la partie principale de la table. Il est renforcé par le barrage, il est renforcé en résine aussi, évidemment, que j'injecte avant dedans, pour pas qu'il risque de bouger. Voilà. Et si d'habitude on a une table absolument parfaite d'un bout à l'autre, l'important c'est surtout qu'elle le soit sur cette zone de vibration. Et puis, plus on avance en lutherie, plus on se rend compte que c'est finalement aussi beaucoup le barrage qui fait le timbre, la couleur sonore d'une guitare. Le bois de la table a de l'importance, ça c'est certain, le bois en général de la guitare a de l'importance, mais c'est quand même
le barrage que je suis en train de faire, qui est absolument primordial. À la fois le dessin du barrage, sa répartition, ses épaisseurs, cette notion de pré-contrainte. Et chaque fabricant de guitare, presque, depuis les luthiers espagnols et français d'ailleurs aussi, du monde entier, des siècles précédents et jusqu'à maintenant, en fait, chaque luthier développe sa propre recette de barrage, son propre dessin, son propre concept. Et voilà, c'est sous presse. Voilà, là je suis prêt à coller la table. L'avantage de ce principe de manche enclavé à l'espagnol, c'est que le manche est intégral, il va d'un bout à l'autre de la touche. C'est le même bloc qui va recevoir la touche. En fait, elle est donc comme ça la touche. Et donc il va recevoir un truss rod de manière intégrale sur la totalité de la longueur de la touche et sur le même bloc de bois. Ce qui apporte une rigidité aux manches et une capacité de réglage qu'on n'a pas sur des manches enclavées traditionnellement, quoi. Voilà l'idée. Ensuite, la table vient là. On redécoupera la table pour mettre le truss rod et la touche viendra recouvrir la table. Voilà. Voilà le moment. Je ferme la boîte. Ok, donc là je suis en train de débiter des bendings qui vont servir à renforcer la jonction entre la caisse, sur la caisse de la guitare, entre la table et les éclisses ou le fond et les éclisses. Donc c'est des petits bendings qui ont une fonction de renfort et également d'esthétisme. Donc là on part à partir d'un morceau d'érable ondé qui est ici, brut, et du coup je vais débiter des petites lamelles qui font 3 mm d'épaisseur, qui vont être réduites encore par la suite, et également coupées en deux encore dans le sens de la longueur pour les réduire. Et du coup l'érable ondé qui est là est un bois assez délicat à travailler, susceptible à l'arrachement. Donc je vais dans un premier temps dégauchir une face, dresser une face pour pouvoir être d'équerre. Et ensuite, sur la scie à ruban, je déligne des petites lamelles de 3 mm. Et à chaque fois que je déligne une lamelle, je redresse un champ sur la dégauchisseuse.
Voilà, une fois qu'on les a fait tremper pendant quelques minutes, on les met au contact de part et d'autre avec des résistances, qu'on a vu tout à l'heure, des sortes de couvertures chauffantes, et des plaques de métal pour isoler. Et puis petit à petit, on vient tendre sur le moule avec les différents tendeurs et puis la presse centrale. Et ça va rester en chauffe 3 minutes. Après, on laisse sécher tranquillement et ça sera cintré. On y est. Je m'appelle Jules, j'ai 23 ans. Donc j'ai une licence en sciences humaines à la fac. Puis après j'ai fait un gros virage, je suis parti dans le métier du bois en ébénisterie, avec toujours en fait cette idée derrière la tête de la lutherie. Mais je voulais d'abord apprendre à travailler le bois, voir si ça me plaisait. Et donc maintenant je suis en apprentissage ici chez Fred pour au moins 2 ans et j'espère pour plus après en fonction de tout plein de paramètres. Et donc après j'aimerais poursuivre en lutherie. Je suis 2-4. Donc on est sur une série de 3 du blanc en ce moment. Et donc c'est quasiment que des bois locaux. Là c'est du cormier pour le fond et les éclisses. Les filets en érable ondé. Et donc là j'ai contrôlé l'état de surface de la feuillure qui va accueillir les bindings. Et puis je vais contrôler s'il y a besoin de les recintrer parce que des fois ils sortent et il faut les recintrer quoi. Donc, je vais juste voir ça. Donc là en général le point qui pose problème c'est au niveau des hanches là. Qui va me faire un mini joue. Le binding qui a un bec là. Moi j'ai rencontré Fred en stage quand j'étais en ébénisterie. Donc j'avais fait un stage de 4 semaines ici. Donc j'avais réalisé une guitare électroacoustique. Et en fait déjà à ce moment-là j'avais été marqué par du coup je dirais vraiment une de ses qualités principales. C'est l'autonomie et la confiance qu'il donne donc, à ses apprentis. Ouais. Donc là j'étais stagiaire en l'occurrence. Quant au travail à effectuer. C'est-à-dire qu'évidemment il était toujours là à contrôler que tout se passe bien. Puisque j'avais jamais construit de guitare à ce moment-là, mais j'ai tout fait de A à Z, du débit jusqu'à peut-être la première couche pas de vernis, de fondure, ce qu'on utilise pour boucher les pores du bois. Mais donc du coup j'avais tout fait et j'étais là, mais what j'arrive 4 semaines ici et déjà je fais une guitare et là en apprentissage je retrouve exactement la même chose. Donc là on a la phase finale, avant le vernissage. Donc pour pouvoir mettre le vernis, il faut que les surfaces de la guitare soient impeccables, qu'il n'y ait pas de petites rayures, pas de marques, que ça soit parfaitement lisse. Et donc là on ponce. Donc on monte en grain petit à petit, on humidifie un petit peu pour remonter la fibre du bois, on reponce derrière. Et donc à peu près en 1 heure, un peu plus aussi, des fois ça dépend de l'état de surface, on arrive à un résultat pas mal. Et donc après, ça part au vernis. Là, c'est les toutes dernières finitions, quoi. Donc là, je suis en train de dégrainer la dernière couche avant le lustrage parce que c'est un vernis brillant, sachant qu'en tout il y a eu une dizaine de couches, fondure, les couches intermédiaires dont la couleur et donc le brillant vernis de finition.
Donc les 3-4 points vraiment importants pour moi dans la conception de cette ligne de guitare, autant la Ouessant que la Dublin, c'est le manche traversant que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire l'enclavement à l'espagnol qui permet une continuité du bloc du manche à l'intérieur de la guitare et donc la touche collée vraiment sur ce même bloc avec un truss rod qui fait la totalité de la longueur et qui permet un réglage quasiment de guitare électrique. La tête ajourée, qui n'est pas qu'un effet de style, qui est un gain de poids, et puis qui permet, bien qu'étant presque dans l'alignement du manche, donc finalement très solide, l'angle de corde qui est nécessaire pour une bonne attaque ici au niveau du sillet. Et le dernier point, probablement le plus important, c'est d'avoir fait ce choix il y a déjà pas mal d'années, de déplacer les vents sur le côté de la guitare. Alors un évent principal ici qui en plus sert de pan coupé, et puis un évent sur l'arrière ou parfois sur les clisses pour le confort du guitariste, pour un effet retour qui est vachement appréciable. On entend vraiment ce que l'on joue et le même timbre que ce que l'auditoire peut entendre. Parce qu'on sait aujourd'hui que la bouche centrale dans les guitares traditionnelles, qui est un système qui fonctionne évidemment très très bien, mais cet emplacement central n'est absolument pas nécessaire. Acoustiquement parlant, l'important c'est qu'il y ait une sortie d'air et d'une certaine surface. Alors que ça nous permet du coup de dégager et d'augmenter la surface de table autour du chevalet, sachant que le chevalet est l'élément central, il reçoit l'énergie de la corde, c'est plus joli comme ça, il fait vibrer la table dans plein de sens et il compresse, il comprime l'air qui est dans la guitare comme une membrane, comme la membrane d'un haut-parleur. Et cet air doit parvenir, enfin les ondes sonores doivent nous parvenir aux oreilles, que ce soit par le milieu de la caisse ou par le côté. Donc voilà, on augmente la surface et on permet une meilleure expression et notamment des basses fréquences.
La conception d'une guitare, c'est pour moi avant tout la réponse à une problématique d'ergonomie et d'objectifs musical, d'objectifs sonores. Je pense que le design, c'est pas de l'art pur. Le design, en tout cas de guitare, c'est pas de l'art pur. On fait pas des sculptures, on fait pas des œuvres d'art. On met un petit peu d'art dans notre métier et dans nos productions, dans nos créations. À la fois parce qu'éventuellement, justement, le design peut avoir une dimension artistique, et puis parce qu'on peut avoir envie de rajouter des aspects décoratifs à ce qu'on fait. Mais c'est pas trop ce que je vise la plupart du temps. Dans ma manière, moi, de concevoir un instrument, j'ai plutôt tendance à gommer et à supprimer tout ce qui me semble ne servir à rien. Je considère que le nirvana, l'objectif absolument crucial et peut-être inatteignable, c'est celui de l'objet qui tombe tellement sous le sens qu'on n'a même pas l'impression qu'il a été conçu et qui semble être une évidence de la nature, quoi, comme justement un objet naturel, c'est-à-dire par exemple une plante dans la nature ou un animal. La perfection, si elle existe, elle est plus dans la nature que dans ce qu'on peut créer.